Bonjour, nous sommes le mardi 7 juillet 2020. Je suis retournée chez eux, chez mon futur ex-chéri. C'est toujours mon chéri, mais il ne faut pas le dire. Mais c'est vrai, ce sera vraiment mon futur, ça sera vraiment mon ex. Ça aussi, c'est vrai. Chez mes deux fils, j'essaye de profiter des instants passés, partagés avec eux sous ce toit. Non, voilà, basta. Alors, ce que je n'ai pas pu faire depuis longtemps, c'était reprendre la lecture de ce livre. J'ai réussi à le rattaquer il y a quelques jours de cela, quand j'étais au gîte à Bourg-en-Bresse. Tout doucement, petit à petit, j'ai commencé à le lire. Regardez, ce livre m'a été offert par mon chéri, par mon ex-chéri, enfin pas mon coco. Voilà. J'avais commencé à le lire le 15 février 2020. J'en ai arrêté la lecture. Oui, là j'avoue, j'ai pas réécrit de citation non plus. Enfin, recopié de citation, parce que pour moi ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà, début mars 2020 certainement. Sachant que ça avait déjà été très chaotique, j'avais de gros problèmes de concentration, je suis trop épuisée pour ça. Donc là aujourd'hui je vais vous lire un tout petit extrait qui se trouve entre les pages 186 et 187 de cette édition-ci. Voilà, je cite mes sources. J'ai pas les moyens de payer des agios, des machins, des trucs, etc. Je cite mes sources. Comme tout le monde, on cite ses sources. Quand on fait une citation d'un livre, on cite ses sources. Quand on fait une citation d'un gars ou d'une bonne femme, qu'il soit politique, artiste, ou quoi que ce soit, on cite ses sources. C'est tout. Si on ne se souvient pas de qui c'est, on dit je crois bien que quelqu'un d'autre a dit ça, ceci, ça, a fait ceci, a fait cela. Je n'en suis pas sûre, mais c'est ce qui me semble, ou c'est mon interprétation. Voilà, c'est le minimum de respect. Allez, c'est parti pour la lecture. À la fin du XIXe siècle, diverses puissances européennes revendiquèrent des territoires africains. Craignant que ces prétentions contradictoires ne débouchent sur une guerre européenne générale, les partis concernés se retrouvèrent à Berlin en 1884 et se partagèrent l'Afrique comme un gâteau. Or, une bonne partie du continent restait terra incognita pour les Européens. Les Britanniques, les Français et les Allemands disposaient de cartes exactes des régions côtières et savaient où, précisément, le Niger, le Congo et le Zambèze se jetaient dans l'océan. En revanche, ils ne savaient pas grand-chose du cours de ces fleuves à l'intérieur des terres, des royaumes et des tribus qui vivaient sur leurs rives, ou de la religion, de l'histoire et de la géographie locale. Cela n'importait guère aux diplomates européens. Sur une table bien astiquée de Berlin, ils déroulèrent une carte à moitié vide de l'Afrique. Esquissèrent quelques traits, ici ou là, et se partagèrent le continent. Ceci est une carte de l'Afrique. Dessinée par des pays européens au milieu du XIXe siècle. L'Afrique reste belle, hein, mais voilà. Il n'y a pas de... C'est l'histoire, hein, donc pas d'a priori, pas de... Enfin, moi, personnellement, je ne me pose pas de questions là-dessus. Je préfère pas. Je me contente d'être témoin. J'arrête avec le jeu, je déteste le jeu. On continue la lecture. Quand le moment venu, les Européens s'y aventurèrent munis de leurs cartes. Ils découvrirent que nombre de frontières tracées à Berlin rendaient mal justice à la réalité géographique, économique et ethnique de l'Afrique. Toutefois, pour éviter de réveiller des tensions,
Les envahisseurs s'en tinrent à leur accord et ces lignes imaginaires devinrent les frontières effectives des colonies européennes. Dans la seconde moitié du XXe siècle, avec la désintégration des empires européens, les colonies accédèrent à l'indépendance. Les nouveaux pays acceptèrent alors les frontières coloniales, redoutant de provoquer sinon une chaîne sans fin de guerres et de conflits. Beaucoup de difficultés que traversent les pays africains actuels viennent de ce que leurs frontières ont peu de sens. Quand les écrits fantasy... Pardon, excusez-moi, j'ai du mal à faire la mise au point avec mes yeux. Quand les écrits fantaisistes des bureaucraties européennes se heurtèrent à la réalité africaine, ce fut la réalité qui dut céder. Ben voilà, c'est une petite citation. Donc si vous souhaitez lire M. Harari, je n'ai pas lu son premier livre encore. Le hasard a fait que c'est celui-ci qui est arrivé en premier entre mes mains. Pourtant, l'un comme l'autre figurait ou ont figuré sur mes listes de livres interminables. Et bon, si vous voyez la pile de livres que j'ai à lire, par manque de concentration, je pense que je pourrais presque me bâtir ma propre maison que je cherche. Non, au moins un mur. C'est un rire triste. Hein. Vous savez, c'est jamais joyeux de quitter sa famille. C'est jamais joyeux une séparation. C'est jamais joyeux d'échouer à quelque chose qui nous tenait tant à cœur. Allez, une autre citation, là, j'ai pas lu. Hein. Je sais pas de quoi ça parle. On s'en moque. J'aime bien faire des citations, prendre des citations au hasard. Voilà. Toujours dans Homo Deus. Ah, je suppose qu'on était déjà dans Homo Deus. Je me souviens plus, moi, des machins. Oui, c'est ça. J'ai pas accès à ma mémoire à volonté. C'est assez handicapant. Personnellement, c'est très, très handicapant. J'ai un nom qui a accès à sa mémoire à volonté. Moi, c'est pas mon cas. C'est un peu le caca. Et les pauvres, pourquoi ne protestent-ils... Je recommence. Et les pauvres, pourquoi ne protestent-ils pas? Si le l'élu... je vais pas y arriver, il faut que je boive un coup. Un peu de thé. C'est un thé acheté au Terrefaction Bressin-Labourg. Pendant le confinement, je crois, ou avant, je ne sais plus. J'aime pas ce mot confinement. J'entends confit de canard dedans, donc ça va, j'aime. Dans le canard que le confit, les canards aussi, tout quand ils sont vivants sur leur papatte aussi. J'entends con. Ça me fait penser au sexe féminin, désolé. Mais à part ça, ça me fait aussi penser à tous les cons et toutes les connes dont je fais partie. Finement, j'entends justement le mot fin. Fin, vous savez, le truc tout fin. Pas la fin. La fin, ça va. Si, je l'entends aussi, mais... Finement, quelque chose d'émincé, finement ciselé. Voilà, ça c'est dit. Mais j'aime pas ce mot confinement. Je trouve qu'il n'est pas adapté à la situation. Je trouve qu'il n'est pas adapté au contexte historique. Je ne trouve pas. Je trouve qu'il n'est pas adapté au contexte culturel européen, international. Je ne trouve pas qu'il est adapté au contexte français. Je sais, il faut dire confinement, parce que les Français ont le sang chaud et qu'ils ont une tendance à guillotiner leur roi. Oups, pardon. On continue, cette fois-ci je prends la lecture. Et les plus pauvres, pourquoi ne protestent-ils pas? Si le déluge survient un jour, ils en supporteront le coup, mais ils seront aussi les premiers à faire les frais de la stagnation économique. Dans un monde capitaliste, leur vie s'améliore uniquement quand l'économie croît. Aussi est-il peu probable qu'ils soutiennent des mesures pour réduire les menaces écologiques futures fondées sur le ralentissement de la croissance économique actuelle. Protéger l'environnement est une très belle idée, mais ceux qui n'arrivent pas à payer leur loyer s'inquiètent bien davantage de leur découverte bancaire que de la fonte de la calotte glaciaire. Et ça, c'est une réalité non négligeable. C'est moi qui ne sais pas écrit. Enfin, c'est peut-être écrit derrière. Hein. Non, on passe au chapitre suivant. Et il a un sens de la diplomatie, ce monsieur, que je n'ai point. Tout le temps. C'est pas pour ça que je pourrais ni faire de politique, ni écrire de livres sérieux, dits sérieux. Il y a d'autres raisons aussi. Hein. Je ne me mettrai pas à la hauteur de ce monsieur, loin s'en faut.
faut quand même savoir s'incliner devant qui de droit. Ce livre, j'étais en train de le lire assise sur un banc au square nouvellement appelé, récemment appelé Simone Veil à Bourg-en-Bresse, il y a quelques jours, avant-hier je crois. Oui c'est ça, avant-hier. Avant-hier après-midi ou avant-hier au soir, je ne sais plus. C'était une dame allemande qui rentrait dans son pays après avoir passé un séjour en France. Son mari l'attendait dans la voiture. Elle m'a demandé si « Do you speak English ?» Je lui ai répondu en franglais et en vache espagnol que j'étais à peu près autant douée en anglais qu'en français et qu'en espagnol ou qu'en allemand quand j'étais amenée à parler avec quelqu'un vis-à-vis. Je lui ai expliqué que j'étais une personne autiste, ou dite avec autisme. Je trouve ça pas mal, le avec. Parce que chacun peut l'entendre comme il veut l'entendre. C'est un truc en plus et c'est un truc en moins. Et c'est exactement ça. Ce sont des trucs en plus et ce sont des trucs en moins. Comme tout dans la vie. Par contre, ça peut être très handicapant, ces petits trucs en plus ou ces petits trucs en moins. Je suis on ne peut mieux placé pour le dire. On ferme sa bouche, je continue. L'histoire de cette dame allemande. J'étais en train d'essayer de lire ce petit livre, essayer de prendre l'air un dimanche à Bourg. Pendant cette quarantaine encore, parce qu'il y a encore la quarantaine en France. Je préfère ce mot quarantaine, c'est pareil, hein, c'est comme confinement, il veut tout et rien dire. Mais je trouve plus beau. Ça me fait penser voilà, plein de quarantaines historiques et non historiques. J'aime le mot 40, j'aime le mot N. Oui, avec un H, mais c'est pas grave, aussi sans H. Donc, cette dame avait des livres plein les bras. Alors naturellement, je n'ai pas eu accès à la conversation en vis-à-vis avec elle. C'est un peu aussi un de mes plus gros handicaps. Quand je suis en vis-à-vis avec quelqu'un, la plupart du temps, je ne comprends pas plus de 99% des choses. C'est-à-dire que, je vais essayer de les formuler mieux que ça, parce que je crois que ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Il y a à peu près 1% de la conversation que j'arrive à comprendre. Pourquoi ? Parce que mes sens sont hyper esthésiés, premièrement. Donc, je ne sais pas, quand vous êtes assailli de perception visuelle, auditive, etc., vous saturez peut-être un peu, vous fatiguez. Voilà, premièrement. Deuxièmement, parce que je suis trop fatiguée pour rester concentrée. Donc, quand je parle avec quelqu'un, je me concentre uniquement sur la personne. Quand j'y arrive, c'est pas tout le temps le cas. Donc, généralement, la plupart du temps, les personnes, elles m'abordent et je ne les ai même pas vues arriver. Elles arrivent dans mon champ de vision, elles me touchent ou elles s'approchent de moi, je ne les ai pas vues ou entendues arriver. Pourtant, elles font du bruit ou quoi que ce soit, mais je suis assourdie par tous les autres bruits ambiants aussi. Donc, c'est pas que je vois super bien ou que j'entends super bien, parce que mes sens, par exemple, hein, on va juste parler de ceci, sont hyper esthésiés, hyper trophiés, que je vous entends ou que je vous vois. Quand il y a trop de choses, quand on voit trop de choses, on finit par rien voir. Ou quand on entend trop de choses, on finit par rien entendre. C'est la même chose. On peut être à la fois hyper esthésié et hypo-esthésié. C'est mon cas. Fin de parenthèse. Je retourne avec cette histoire avec cette charmante dame allemande. J'ai même pas été foutue de lui demander son nom. Voyez l'impolitesse de la dame. Moi, hein. Elle a été parfaitement polie, courtoise, un savoir-vivre à rêver. Je sais pas bien donner les âges aux gens, mais je lui donnais, allez, je suis pas douée, on va dire entre 60 et 75 ans, grand maximum. Elle était peut-être plus jeune, elle avait peut-être 50 ans. Elle était peut-être plus vieille, elle avait peut-être 80 ans. On sent bien que ça n'a pas d'importance l'âge. J'ai retenu surtout que son mari était en train de cuire dans la voiture, qu'elle allait devoir rester des heures assise dans la voiture et que c'est pour ça qu'elle n'acceptait pas de s'asseoir en face de moi. Ou à côté de moi, ou quand je lui proposais de s'asseoir, pourtant je lui ai proposé plusieurs fois, parce que ça, naturellement, il m'a fallu un petit temps pour le percevoir. Elle avait donc des livres plein la main. C'était des livres qu'elle avait empruntés via le sorte de réseau social, je ne sais pas comment on peut appeler ça, bookingcross.com ou crossbooking.com, je me souviens plus, je suis un peu dyslexique sur les bords, donc je vous laisse remettre toutes les lettres dans mon ordre, mais c'est un truc dans le genre.
J'avais déjà vu des bancs, oui, j'ai vu des bancs dans ce square Simone Veil à Bourg-en-Bresse, c'est normal, il y a des bancs dans un square. Je recommence, j'avais déjà vu des livres déposés sur ces bancs. Donc je lui ai dit, bah oui, allez-y, en anglais. Plus la conversation se déroulait, mieux je me débrouillais en anglais. Cette dame était polyglotte, hein, parce que je peux vous assurer que elle lisait de tout. Elle avait, dans les livres, il y avait de l'espagnol, il y avait du français. Elle a lu les livres en français. Voilà. Elle me parlait en anglais. Le français, elle m'a dit que c'était pas trop sa langue forte, sachant qu'elle venait de me rendre, elle était en train de déposer sur le banc plein de livres en français qu'elle avait lus en français. Donc ça fait comme pour moi, comme pour beaucoup de gens. Il peut nous arriver d'arriver à lire une langue qu'on ne connaît pas. Et on se plonge dedans, donc on finit par comprendre. C'est comme tous les enfants quand ils apprennent une langue. C'est pour ça que c'est tellement plus bénéfique pour eux de leur apprendre des langues étrangères ou quoi que ce soit quand ils sont petits. Alors, si vous avez la richesse d'être pluriculturel au sein de votre famille, n'hésitez pas à leur parler dans vos patois, patois local, patois lointain, dans vos langues, dans celles que vous avez apprises, dans celles qui vous ont été enseignées. N'hésitez pas. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire. Non, il y en a plein d'autres que vous pouvez leur faire aussi, mais ce sont des cadeaux qui ne s'achètent pas, mais qui se donnent. Dès qu'ils sont bébés, hein. Quand ils sont tout petits, sortis du ventre, voilà, bah vous, allez-y, lâchez-vous. Vous n'hésitez pas. Moi, personnellement, j'aime pas leur parler pipi, caca, agueux et re. Ça, c'est mon opinion, ça a toujours été mon opinion, et mon chéri, ex-chéri, avait la même opinion que moi sur la question. Donc, cette histoire de dame allemande. Je vais un peu monter parce que je vois que ça fait déjà presque 17 minutes que je tiens le crachoir. Donc, vous imaginez à quel point la gorge est sèche. J'ai passé un moment formidable avec elle. J'avais oublié que j'avais le crâne rasé. C'est mon choix. J'avais oublié que j'avais un tatouage sur ce crâne et que ça pouvait choquer des gens. J'avais oublié que le fait que cette dame m'apportait un truc, cet échange, cette approche, tout en courtoisie, tout en respect mutuel, tout en... sans jugement, sans aucun jugement. Ce truc super rare, vous savez, cette approche sans jugement. À ce moment-là, où j'avais un petit peu, comment dire, un petit coup de mou. Bah oui, une séparation n'est facile pour personne, surtout pas pour les personnes concernées. Et ni pour leur famille. Mes pauvres parents, ma pauvre maman, à quel point elle en souffre. C'est comme ça. Je parle même pas de mes enfants, là, j'ai pas le droit. Ça leur appartient. Ils ont le droit de souffrir. Je continue. Voilà. Grâce à ce qu'elle me donnait, cet acte de respect absolu, dans ce Bourg-en-Bresse calme, quasi silencieux, je dis bien quasi, parce que le monde est redevenu assourdissant pour moi. Mais pour l'instant, il est encore assez fréquentable, parce que les gens sont encore un peu en quarantaine. Ils sont éprouvés, ils sont fatigués. Il y en a certains qui sont partis en vacances, d'autres qui ont tout perdu, et qui... ils n'osent même plus sortir de chez eux, ils se contentent de recevoir des amis de la famille s'ils peuvent, ils se débrouillent. En tout cas, ils quittent les lieux, ils désertent les lieux. Ils se reposent. Les travailleurs, ils sont là. Les travailleurs, un dimanche après-midi, ils ont besoin de se reposer. Parce que ceux qui ont bossé tout le matin, toute la nuit, faut bien qu'ils dorment à un moment donné. Donc, c'était calme malgré tout. J'avais encore cette possibilité. Cette dame, j'ai même pas pensé à la remercier, je crois, j'en sais rien. J'ai pas pensé à lui demander son nom. Cette dame, grâce à elle, j'ai pu faire ce que j'avais pas réussi à faire et ce que je pensais pas réussir à faire. Quand je suis sortie de ce gîte, c'était pour aller faire fonctionner les mains, les jambes, etc., les bras. On s'en fout de la douleur. Il faut les faire fonctionner pour faire circuler le sang parce que j'ai une très mauvaise circulation sanguine et que j'ai pas d'autre choix que de... On s'en occupe pas de la douleur, on s'occupe pas que ça fasse mal ou pas mal. Il faut le faire parce qu'autrement, déjà j'ai le corps qui gonfle, mais c'est surtout qu'après ça s'inflamme encore pire. Et il vaut mieux que ce soit que les articulations qui s'inflamment, parce que si c'est autrement, si c'est le reste, je peux vous assurer que c'est encore plus compliqué. Donc, voilà, on fait le nécessaire. Le gîte était au 28 rue Bourmeyer, à Bourg-en-Bresse. Tout petit gîte, que j'ai rendu très propre.
Même si j'ai pas fait beaucoup le ménage, il était plus propre qu'à mon arrivée. J'espère que la caution a bien été rendue à mes parents. Si ça n'a pas été le cas, je me chargerai d'aller déposer plainte. Parce que là, il y a quand même des limites à la politesse et au savoir-vivre. Gîte très abordable, hein, franchement. Mais pas pour toutes les bourses. J'aurais pas pu. Mes parents, ils auraient pas pu non plus. Mes parents n'auraient pas pu s'il n'y avait pas eu cette quarantaine. Ça n'aurait pas été possible. Donc, j'étais sortie. Donc, pour ceux qui regarderont sur une carte de Bourg-en-Bresse, vous vous rendrez compte que c'est très, très proche. Le square Simone Veil, à Bourg-en-Bresse, du 28 rue Bourmayer. Donc je m'étais arrêtée là au square, je m'étais dit, bon bah basta, d'une façon ou d'une autre, c'est pas possible, t'y arrives pas, c'est trop bruyant, tu tiens plus, tu vas vomir, faut pas vomir, c'est pas le moment, faut que tu gardes des forces parce que tu vas rentrer chez eux et que tu veux pas leur gâcher ces moments que tu vas passer sous leur toit et tu veux pas te les gâcher pour toi. Donc voilà, je me disais ça, je dis bon bah je vais essayer de lire, c'est pas gagner la guerre, mais quand j'étais jeune, je pouvais lire en tout, n'importe où, n'importe comment. Oui, je pouvais m'absenter des heures, entre guillemets, m'asseoir sur un banc en pleine campagne ou en pleine ville, en plein centre-ville, ou assise dans un métro en oubliant de descendre. Je pouvais lire assise, debout, je pouvais lire en marchant. Sur mes deux jambes et sans me servir de mes bras, juste en longeant un peu les murs quand ça allait pas. Bon, voilà. Le temps a fait son œuvre, hein, je suis plus une petite jeunette. Et je m'en plains pas. Donc j'avais renoncé. Je me suis dit, bon, bah, je vais lire un petit peu le temps que j'y arriverai, puis après, tant pis, je rentrerai au gîte. Et grâce à cette dame allemande, dont je n'ai pas été foutue de demander le nom, ni d'elle, ni de son mari, eh ben, j'ai pu faire mon petit tour. Alors naturellement, ça a été un petit tour super lent. Dans Bourg-en-Bresse, j'ai fait fonctionner les bras, j'ai fait fonctionner les jambes, j'ai fait fonctionner le dos, j'ai fait fonctionner le cou. Je me suis même assise un petit peu plus loin en face de la mairie de l'hôtel de ville de Bourg pour essayer de lire, mais je n'y arrivais pas trop. Mais c'était pour récupérer surtout parce que j'avais quand même un petit peu beaucoup mal à certaines articulations. Toutes, hein, mais il y a des articulations qui portent plus que d'autres. Donc, qu'il fallait que je reprenne un peu de courage. Enfin, c'est pas du courage, justement. Les gens me parlent de courage, c'est pas du courage. Un peu de peps, un petit peu de, je sais pas, un peu de volonté, c'est ça. Je récupère un peu de volonté pour attaquer la petite montée qui allait monter. Enfin, c'est qu'à de dire, une montée, elle ne va pas descendre, quoique ça dépend dans quel sens on la prend. Hein. Si on la prend à l'envers, elle descend une montée. Hein. Je m'excuse de vous demander pardon. Voilà, au gîte. Elle m'a permis ça, cette table. J'ai pas percuté les autres gens. Je crois pas. J'ai eu des sourires, j'ai surtout eu des regards curieux, je crois, c'est rien. Je ne les ai pas percutés. Je me souviens pas. Percuter, c'est-à-dire que je me suis pas.